Il est temps d'aborder l'essentiel sur votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans l'essentiel de l'économie sur Ecofin Télévision. Nous abordons aujourd'hui trois sujets comme d'habitude. Tout d'abord, y a-t-il ou pas une nouvelle taxe à l'aéroport en République démocratique du Congo? En tout cas, l'annonce d'une redevance des sécurités des $30 aux aéroports s'ajoutant au GoPass a mis a mis le feu aux poudres. Si l'on dénonce une nouvelle charge pour les passagers, le gouvernement de la République, par la voix de son ministre de l'Intérieur, est catégorique et dément formellement l'instauration d'une nouvelle taxe, parlant plutôt d'une réforme stratégique de digitalisation des collectes pour renforcer la sécurité, entre autres, et la traçabilité. Et cette redevance des sécurités des $30, elle est effectivement réelle. Et alors, est-elle déjà ou sera-t-elle inclue dans les billets d'avion? Mais surtout, qui va la prendre en charge? Nous verrons ce qu'il en est exactement dans cette émission. Et puis, les recettes publiques vont-elles être impactées par la politique monétaire de la Banque centrale du Congo? Non, rassure le gouverneur de cette institution. Mais au vu de plusieurs observateurs, les finances publiques de la République démocratique du Congo vont bel et bien laisser quelques plumes dans la foulée de l'appréciation du franc congolais. Nous verrons ce qu'il en est exactement dans cette émission. Et puis nous terminerons par le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa, alors que la capitale congolaise montre sa fragilité face aux précipitations. Est-il désormais temps de consacrer de l'attention et davantage d'efforts à ce projet? Mais surtout, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous verrons tout cela dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour aborder l'ensemble de ces sujets, je ne suis pas seul sur ce plateau et comme d'habitude accompagné par Igor Biwaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Patrick. Merci beaucoup d'être là. Tony Antandi Bendila, bienvenue. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup à vous deux d'être là. On commence tout de suite par les tout premiers sujets. Y a-t-il ou pas une nouvelle taxe instaurée dans les aéroports de la République démocratique du Congo? Pendant quelques jours, la controverse a été à son comble. Le gouvernement a démenti. Mais qu'en est-il exactement? On voit tout cela dans cet élément et on se retrouve après pour en parler. Alors que l'opinion publique congolaise était en émoi suite à la publication d'un document annonçant l'instauration d'une redevance supplémentaire de l'équivalent de $30 américains dans les aéroports s'ajoutant au GoPass, le gouvernement, par la voix du ministère de l'Intérieur, apporte un démenti catégorique. Il n'y aura pas de nouvelles taxes au départ des aéroports de la RDC. La mesure controversée est en réalité une réaffectation et une digitalisation de la gestion d'une redevance existante, non une nouvelle charge pour le passager. Le ministère de l'Intérieur explique que la redevance sécuritaire en question était déjà payée par les compagnies aériennes opérant en RDC sous les codes IATA et était jusqu'à présent gérée par la Direction générale de migration. Cette redevance sera désormais gérée par une société digitale spécialisée qui fournit le service de sécurité et de contrôle. Cette réorganisation vise à sécuriser leurs recettes et à garantir leur affectation directe au financement du nouveau système de gestion de sécurité et des frontières. Pour le gouvernement, les passagers nationaux ne sont pas concernés par cette redevance qui cible donc prioritairement le trafic international. Au-delà de l'aspect financier, le ministère insiste sur la nature et l'urgence de cette réforme. Les nouveaux systèmes de gestion de la redevance et les piliers du financement d'une modernisation technologique indispensable pour la RDC. L'objectif est de doter les pays d'un système technologique conforme aux normes internationales capables de détecter rapidement de voyageurs suspects, prévenir les menaces transfrontalières et les infiltrations criminelles, lutter contre le terrorisme et les conflits armés et le mouvement rebelle
qui exploitent les failles du contrôle migratoire. Il s'agit d'une réponse directe aux défis croissants liés à la falsification des documents et à l'identification frauduleuse des voyageurs. Ce type de système qui vise à protéger la souveraineté nationale est déjà en usage dans plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les Congo-Brazzaville et les Mali. Ce système sera progressivement déployé au-delà des aéroports internationaux, touchant également le poste frontalier terrestre et le port du pays, soulignant l'ampleur de cette initiative de modernisation sécuritaire. Rebonjour Tony-Antoine Dibendila. Bonjour Patrick Lomba. Alors justement, la controverse a été à son comble au courant de la semaine dernière et même cette semaine. Alors, qu'en est-il exactement? Y a-t-il ou pas une nouvelle taxe ou redevance qui aurait été ajoutée à celle qui existe déjà au niveau de l'aéroport? Je voudrais commencer par naturellement donner la position officielle du ministère de l'Intérieur. Nous avons tous suivi les VPM Jacquemain Chabani à la suite évidemment des rumeurs, ce qu'il qualifie lui des rumeurs, selon lesquelles il y aurait une nouvelle taxe en parallèle de la taxe GOPAS, qui d'ailleurs est largement décriée par l'opinion publique, par les passagers congolais. Et ben voilà, les ministres Jacquemain Chabani a réagi publiquement et a donné tous les détails possibles. En tout cas, pour l'instant, c'est l'unique source officielle sur la question. Il dit qu'il n'y a pas de nouvelles taxes. Ce qu'il dit en réalité, il n'y a pas de nouvelles taxes, mais le fait est qu'il y a une redevance sécuritaire qui existe déjà, et cette redevance est payée par les entreprises aériennes, les compagnies aériennes qui opèrent en RDC sous les codes IATA, qui est l'Agence internationale de la gestion de l'aviation civile. Et cette taxe-là, qui est jusqu'à ce jour gérée par la Direction générale des migrations, en fait c'est une redevance sécuritaire, et c'est une partie de cette redevance qui sera cette fois-ci réaffectée vers une entreprise qui va gérer cette fois-ci une entreprise qui fournit un service digital lié également à la sécurité. Et donc c'est cette taxe-là qui sera affectée vers cette autre compagnie qui va gérer un service digital qui est beaucoup plus performant selon les ministères. Donc les passagers congolais ne paieront pas une nouvelle taxe, c'est simplement une redevance qui existe. Mais après, il peut y avoir des doutes parce qu'on sait que parfois les positions officielles en RDC tranchent avec les faits. Parfois ces positions officielles partent en déphasage avec les faits. De toutes les façons, s'il y a rajout sur s'il y a une nouvelle taxe, on les verra, on ne pourra pas les cacher, mais pour l'instant la position officielle est celle-là. Est-ce que, Igor Bouakan, on peut dire aujourd'hui que c'était un ballon d'essai du gouvernement qui a finalement reculé face à la clameur publique? Ballon d'essai, ce ballon a été évidemment en tout cas dégonflé, Patrick Lumbala. Et comme pour dire, toutes les précisions ont été données autour de cette controverse liée évidemment à cette, ce qu'on a qualifié entre guillemets des taxes aéroportuaires, pourtant ça ne l'est pas. Je crois que les précisions ont été incessamment données. Il s'agit évidemment d'une redevance aéroportuaire qui existe depuis longtemps. Et parlant de cette redevance, les passagers ne pouvaient pas payer ça, puisque ce sont des redevances qui sont en amont payées par des compagnies aériennes. Voyez-vous, c'est une précision également en détail. Donc ça ne devait pas non plus concerner en tout cas le passager, que ce soit locaux ou étrangers, d'après en tout cas la communication officielle du VPM de l'Intérieur que nous avons tous suivi et à la lettre. Et donc c'est déjà un montant qui était payé par la Direction générale des migrations. Qui était géré par la DGM. Et donc on va juste prendre une partie n'est-ce pas, de cette redevance aéroportuaire et l'affecter à une société digitale, une société numérique, qui est en fait de répondre à la problématique qui a été posée dans l'une des réunions du Conseil des ministres par le chef de l'État, qui avait en tout cas martelé sur l'impératif de sécuriser nos frontières, sur l'impératif de digitaliser nos frontières. Parce qu'on regarde bien le mobile même de l'existence de cette redevance aéroportuaire, c'est évidemment veiller à ce que, n'est-ce pas,
les transactions transfrontalières soient beaucoup plus dynamiques et que ce soit beaucoup plus digitalisé pour éviter, en fait, ce que nous avons l'habitude de constater par moment, la falsification des documents de voyage et autres, qui fait échapper, n'est-ce pas, à l'État congolais certaines recettes et qui fait en sorte qu'il y a certaines pratiques odieuses puissent se faire sur le territoire national et que n'ait pas les contrôles sur ces pratiques-là. Pourquoi? Parce qu'il y aurait, à cause de toutes ces ignominies, des fuites ou encore des falsifications et autres. Donc voilà, l'équivoque, je pense, en tout cas, est élevé. Mais la plus grande question que l'on peut encore se poser actuellement, est-ce que le service pourra rendre viablement la mission qui lui sera donc confiée, puisque si aujourd'hui l'on décide de diriger une partie de cette redevance aéroportuaire vers cette société numérique, parce que moi je pense qu'en amont, peut-être la DGM n'a pas pu réaliser à bon escient la mission qui lui a été confiée en ce sens-là. C'est pour cette raison-là, n'est-ce pas, dans l'optique de numériser ces services et de le rendre beaucoup plus fiable, beaucoup plus compétitif, puisqu'il faut rappeler ici, j'ouvre la parenthèse, que ce service existe dans d'autres pays, comme au Congo-Brazza, ce service-là existe déjà, où les compagnies aériennes versent une partie de somme pour question en fait de renforcer les transactions aériennes qui s'effectuent, de digitaliser, de rendre ça beaucoup plus optimal. Et au Congo, il n'y en avait pas. Donc, si on veut s'aligner dans le cadre, n'est-ce pas, de la modernité ou encore de la modernisation, n'est-ce pas, de différents déplacements, je trouve que c'est une mesure salutaire, mais encore faut-il que cela soit réalisé à bon escient, puisque ici, on est habitué à voir des mesures qui sont levées. Tout à fait. Par la suite, on ne voit pas l'efficacité de ces mesures. Vous l'avez évoqué dans votre domaine, Patrick Lumbala, vous avez évoqué la question des GOPAS. Aujourd'hui encore, l'on se pose la question sur... en tout cas, de manière beaucoup plus pratique, beaucoup plus concrète. C'est à quoi ça sert exactement? Sert le GOPAS. C'est vrai que dans l'une des communications de la chef de l'exécutif, Judith Suminwa, elle avait dit que cet argent-là nous avait permis d'épurer un certain nombre de dettes que aurait contracté l'administration Kabila. Mais après, aujourd'hui, si on regarde bien l'état de nos infrastructures aéroportuaires, on a comme l'impression que ces GOPAS-là, cette somme-là que les gens collectent, qu'on collecte tous les jours, puisqu'il faut rappeler quand même, en termes de voyage, l'aéroport, je prends juste mal l'aéroport international de Njili, ici à Kinshasa, en tout cas, il y a une certaine dynamique en ce qui concerne en fait, les déplacements. Par jour, on n'enregistre pas moins de 50 passagers. Ça, je suis minimaliste, Patrick Lumbala. Donc, on peut dire que l'argent est là, mais à quoi sert l'argent? Il faudrait en fait renforcer une certaine transparence autour de la gestion de ces GOPAS-là. On s'interroge, il faut regarder l'état, je l'ai évoqué tantôt, il faut regarder l'état des infrastructures aéroportuaires. On a comme l'impression de le fin fond du pays, ça se trouve dans des états piteux. Même s'il y a la volonté en fait, de moderniser, mais on doit dépasser le cap de la volonté et atteindre le niveau de la matérialisation. Donc déjà, il y a l'argent, et on espère que, en fait, on espère pas, on veut que cet argent-là serve vraiment à des finalités escomptées. Tout à fait, Tony Ntandimila, parce que c'est une taxe, et lorsque le contribuable paye une taxe, même si cela est inclus dans le prix, dans les prix du billet, ça doit quand même se refléter sur les terrains. Ça veut dire qu'on attend en contrepartie de l'État un service quelconque. On vient d'aborder la question du GOPAS. C'est une taxe, mais la population a l'impression de ne rien voir en contrepartie de l'État. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec cette nouvelle cette redevance qui va être redirigée autrement? C'est pourquoi justement je me dis que c'est la bonne question ici. D'ailleurs, ça vient de poser cette très bonne question. La bonne question, c'était de voir de près ces véritables services que ces plateformes digitales vont fournir en faveur de nos frontières, parce que nos aéroports, nos ports seront équipés de ces services qui vont bénéficier cette fois-ci de cette redevance sécuritaire, une partie de cette redevance sécuritaire qui revenait plutôt à la Direction générale des migrations. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt la rumeur qui venait d'être balayée, la rumeur là qui a pris les dessus, voilà, il y aura 30 $ de taxes qui sera rajoutée, c'est-à-dire que c'est une rumeur qui a désorienté les vrais débats. Les vrais débats aujourd'hui devraient tourner autour de l'efficacité de ces services qui devraient être lancés. Sera-t-il véritablement efficace? Je crois qu'il y a certains pays, les ministres
le VPM de l'intérieur l'a dit, il y a certains pays africains qui utilisent déjà ces systèmes-là, comme les Sénégal par exemple, mais la question est de se poser si ce sera efficace, mais aussi si le fait de retirer cette partie de la redevance à la DGM ne pourra pas impacter sur l'efficacité aussi de la direction générale du service que la DGM rend déjà à l'aéroport. En ce sens-là, parce qu'on sait que il y avait déjà une redevance sécuritaire qui représentait telle somme et qui allait dans les caisses de la DGM. Aujourd'hui, une partie sera réorientée parce que dans nos aéroports, la sécurité en soi, c'est la DGM qui s'en occupe. Tout à fait, mais ce sera maintenant réorienté vers la plateforme digitale qui prendra les relais en termes de ces services-là pour les questions d'efficacité du contrôle de nos ports, entrées et sorties, nos ports, nos aéroports, c'est-à-dire que nos différentes entrées et des sorties en RDC. Et donc, aujourd'hui, moi, je voudrais justement souligner le fait qu'il faudra maintenant creuser et voir, ou encore attendre, voir lorsque ces services sera déployé, quelle sera son efficacité, et évaluer en rapport avec ce que la DGM nous donne, parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, que nos aéroports, nos ports, ainsi de suite, c'est vraiment, il y a un désordre, il faut se le dire, il y a un véritable désordre. Tout le monde fait n'importe quoi, il y a des tracasseries, même les étrangers, lorsqu'ils arrivent, ils se sentent quasiment en insécurité, parce que tout le monde lui posait la question sur tout. Tout à fait. Voilà, il y a vraiment, la situation n'est pas assez confortable dans nos aéroports et nos ports. Moi je l'ai vécu, je crois que tous ceux qui ont voyagé ont vécu, c'est tous ceux qui voyagent vivent cette situation-là, et voilà, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il faudra regarder et évaluer ce qui sera lancé, tout en espérant que les retraits d'une partie de cette redevance ne pourra pas impacter véritablement, parce que si déjà la DGM recevait cette redevance sécuritaire, on s'est dit qu'il y avait du personnel derrière qui gérait évidemment les services fournis. Mais aujourd'hui, lorsqu'on récupère, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On va les affecter ailleurs, bien sûr, mais est-ce que cela ne pourra pas porter entorse dans l'efficacité de la Direction générale de l'immigration? Ça reste des questions que l'avenir pourra nous répondre, parce que on pourra être satisfait du rendement que lorsqu'on sera face aux faits, et on va évaluer au regard de ce que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'actuellement, je l'ai dit tantôt, ça ne marche pas en termes de sécurité, en termes de contrôle de nos aéroports. On ne va pas revenir sur les derniers quoi, où les chefs de l'État a dû passer des heures dans les ciels, parce qu'il y avait des minutes quand même. Oui, des minutes, des heures, il y a eu des problèmes autour des faits, et voilà. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas atterrir à l'aéroport de Njili parce qu'il n'y avait pas de courant, ainsi de suite. C'est cet ensemble d'éléments insécurisants qu'il faudra s'attaquer au fond, parce qu'au fond, c'est cela le vrai problème. Tout à fait, tout à fait. On espère qu'il y aura un autre aéroport, comme il y a un projet déjà en cours, un nouvel aéroport international de Kinshasa. Tout à fait. Alors, Igor Bioka, en définitive, c'est quand même l'occasion ici, parce qu'il y a eu clameur publique sur ce qui s'est avéré par la suite être une fake news, tout simplement. Est-ce que c'est quand même le temps aujourd'hui de revoir aussi de manière globale les conditions qu'offrent nos aéroports aujourd'hui, malgré tout ce qu'on voit comme taxe qui est perçue? Oui, Patrick, j'espère que je l'ai tantôt évoqué dans mon introduction ici. Cela a fait suite, n'est-ce pas, à la recommandation du président de la République dans le livre du Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il s'observe dans nos infrastructures portuaires et aéroportuaires des comportements déviants qui ternissent même l'image de la République démocratique du Congo et par conséquent étouffent, jugulent même la fluidité des échanges. Et on sait pertinemment bien que lorsque la fluidité des échanges au niveau des zones d'accès, d'entrée et de sortie est, je dirais, étouffée, la conséquence est logique et ça touche directement la croissance économique du pays. Puisque là, vous parlez en termes de commerce extérieur, mais également vous parlez en termes de secteur touristique. Vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un véritable défi. C'est-à-dire c'est celui de la diversification de l'économie nationale. Et parmi les zones d'influence ou les secteurs d'influence où l'on pourrait peut-être se concentrer pour diversifier notre économie qui est dépendante jusque-là aux mines, c'est évidemment le secteur du tourisme également fait partie. C'est vrai qu'on parle régulièrement du secteur de l'agriculture, mais il faut également évoquer aussi le secteur touristique. Pourquoi? Parce qu'on a toujours rappelé ici, Patrick, qu'on regorge d'énormes potentialités. Et tout commence d'abord par ces zones d'influence-là,
où les visiteurs entrent. Lorsque l'on remarque les désordres, lorsque l'on remarque le tohu-bohu, par conséquent, ces visiteurs-là, ils partent avec une mauvaise image de la République démocratique du Congo. Et là, on vend une mauvaise image. Et lorsqu'on vend une mauvaise image, la conséquence est beaucoup plus logique. Vous n'aurez pas assez d'investisseurs, vous n'aurez pas assez d'attractivité en termes des passagers qui viendront pour visiter votre pays. Et qu'est-ce que ça touche? Ça touche l'économie du pays. Et donc, pour moi, il y a vraiment urgence et nécessité de réinterroger les missions qui seront préalablement assignées à cette société digitale. On l'a dit, c'est une grande mission. C'est-à-dire faire en sorte que le comportement déviant que l'on observait dans nos infrastructures aéroportuaires et portuaires, juguler tous ces comportements-là, et c'est une tâche qui ne sera pas facile. On a besoin également de personnes beaucoup plus honnêtes, de personnes beaucoup plus aguerries à la tête, n'est-ce pas, de cette société digitale. On n'a pas besoin d'une personne lambda. C'est une société américaine aux dernières nouvelles. On a besoin de personnes qui ont une certaine expérience, des personnes aguerries et qui viendront avec beaucoup plus d'efficacité. Question en fait de vraiment asseoir l'image de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les entrées, en ce qui concerne les sorties, et cela sera beaucoup plus bénéfique, Patrick, j'insiste, à l'économie de notre pays. À l'économie de la République démocratique du Congo, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette instauration ou non d'une nouvelle taxe dans les aéroports de la République démocratique du Congo. On ferme donc ces chapitres pour en aborder un autre, cette fois dans les finances publiques. Les recettes de la République démocratique du Congo vont-elles être impactées par la politique monétaire de la Banque centrale du Congo? Selon l'institution des missions monétaires, il n'est nullement question que cette politique impacte sur justement les finances de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas de l'avis de plusieurs observateurs. On voit tout cela dans cet élément et on se retrouve après pour en décrypter. L'appréciation du franc congolais face au dollar américain, observée ces dernières semaines, est au cœur des débats en République démocratique du Congo. Alors que la Banque centrale du Congo se veut rassurante, affirmant que le raffermissement de la monnaie nationale n'a eu aucun impact négatif sur les recettes, plusieurs analystes craignent un contre-coup sévère pour le financement public. Dans un communiqué publié le mardi 4 novembre 2025, la BCC a catégoriquement démenti des rumeurs et accusations ciblant son gouverneur André Ouamesso. Ces derniers étaient faussement accusés d'avoir prédit une baisse de recettes budgétaires due à cette appréciation. S'appuyant sur le dernier statistique de l'Institut d'émission, la BCC a battu en brèche ces imputations. Les données officielles montrent au contraire une plus-value de recettes publiques par rapport aux prévisions budgétaires, et c'est dans le contexte même du raffermissement du franc congolais. L'institution monétaire exhorte ainsi la population à la vigilance et à la vérification des informations à l'aide de données statistiques officielles. Cette performance s'expliquerait par une meilleure mobilisation de recettes et par les effets bénéfiques, notamment sur l'inflation, des politiques monétaires mises en œuvre. Malgré l'optimisme affiché par la Banque centrale, de nombreux observateurs et économistes maintiennent un discours de prudence, voire d'inquiétude. Pour eux, les financements publics vont bel et bien laisser quelques plumes dans la foulée de l'appréciation du franc congolais. Le principal argument avancé est la structure même de recettes de l'État. En RDC, une part significative de revenus publics, notamment les recettes douanières et minières, est initialement collectée ou libellée en dollars américains. Lorsque le franc congolais s'apprécie, la conversion de ces dollars en francs congolais, l'unité de compte budgétaire, génère mécaniquement moins de francs congolais pour le même montant en dollars américains. Ces manques à gagner liés à l'effet d'échange pourraient créer un trou budgétaire non négligeable. Bien que le chiffre global puisse actuellement masquer cet effet par une augmentation du volume de recettes, la tendance des fonds pourrait devenir problématique si l'appréciation se maintient sans une révision rapide du budget
ou une diversification de sources de revenus. Deux experts ont même suggéré de révisiter les alignements fiscaux et de renforcer l'utilisation du franc congolais dans les transactions domestiques pour atténuer cette vulnérabilité. Alors, Tony Antoine Dibendila, on vient de le voir, le gouverneur de la Banque centrale du Congo reste droit dans ses bottes. La politique monétaire mise en place qui a abouti à cette appréciation très très remarquée du franc congolais sur le marché d'échange ne va pas impacter les recettes publiques, mais en même temps, selon certaines informations qui auraient fuité de la commission ECOFIN, il aurait admis la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la politique de la BCC met en péril celle du gouvernement? Bon, on va en arriver aux conséquences inévitables ou encore aux conséquences, en tout cas, des mesures prises ou encore la politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Je voudrais déjà signifier le fait que la politique monétaire de la BCC actuelle a quand même permis de corriger l'injustice en termes de la valeur réelle du franc congolais. On l'a souligné à plusieurs reprises. Il y avait des éléments en tout cas à corriger parce qu'on s'est rendu compte que en tout cas les gouverneurs et son équipe, le nouveau gouverneur André Wameso s'est rendu compte avec ses équipes que la constitution des réserves obligatoires, la manière dont cette réserve obligatoire était constituée ne facilitait pas la tâche au franc congolais, donc fragilisait la valeur du franc congolais. Il a mis en place des politiques pour corriger cette défaillance et aujourd'hui on voit que les francs c'est apprécié sur les marchés d'échange. Évidemment, naturellement, cette appréciation-là devait avoir des effets collatéraux. Et donc, ces effets collatéraux, quoique maintenant j'arrive dans ces qu'on peut qualifier comme conséquence de cette appréciation, ces effets collatéraux, quoique les gouverneurs confirment, en fait, son équipe de communication confirme le fait qu'il n'a pas dit que cela pourrait impacter sur les recettes public, mais au moins c'est une évidence que ce sera une des conséquences de cette politique-là. Mais au-delà de ça, je ne voudrais pas confronter les faits. D'une part, la Banque centrale qui dit que les gouverneurs ne l'a pas dit, et d'autre part, il y a par exemple le député national Flory Mpambouli, qui est membre de la commission économique et financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, qui a pris part quand même à cette audition du gouverneur de la Banque centrale, qui lui a dit que, d'abord, premièrement, qu'il soutenait la politique monétaire du gouverneur André Wameso, parce que ça a permis de corriger la défaillance en faveur du franc congolais, parce qu'il faut les rappeler que le rôle du gouverneur de la Banque centrale, c'est de veiller à ce que les Congolais aient confiance à la monnaie nationale, tout à fait. de veiller à ce que le franc congolais soit une monnaie avec beaucoup de valeur, une monnaie acceptée, appréciable et utilisable en tout cas en République démocratique du Congo, au lieu peut-être de faire toujours recours à d'autres devises qui pourront pallier à la défaillance de notre monnaie. Donc ça c'est son rôle, il joue son rôle, mais il faudrait également épingler le fait qu'il y a un ensemble d'éléments qui doivent aller ensemble, c'est-à-dire là j'évoque la coordination avec la politique budgétaire du gouvernement, donc avec le ministère de l'économie par exemple, parce que là la question a été soulevée. Donc je dis ici que les députés Flory Mpambouli qui a pris part à il l'a dit publiquement, je les cite parce qu'il l'a dit publiquement, qu'au cours de l'audition du gouverneur. Le gouverneur a bien dit. Oui, il a été déduit, en tout cas, que cette appréciation du franc congolais devra impacter sur les recettes publiques. Et c'est tout à fait normal parce que nous savons que les taxes ici sont alignées au taux d'échange. Et voilà, donc si les entreprises doivent payer, ils vont tenir compte du taux d'échange. Et naturellement, lorsque les taux étaient à 2800 et d'ailleurs l'exercice budgétaire 2025 était aligné à ces 2800,
Si aujourd'hui nous sommes à 2021, c'est-à-dire 2100 francs à 210, c'est-à-dire que les recettes vont s'aligner. Donc c'est une conséquence inévitable, logique. Même si les gouverneurs ne le disent pas explicitement, ou ne l'a pas dit, en tout cas, ça ne pouvait qu'arriver. Mais ce qui est bon également est que les gouverneurs aussi ont proposé certaines mesures pour en tout cas atténuer les chocs qui pourraient arriver au regard des, des conséquences. Oui, mesures, mais entre autres, il y a la question des réformes en cours du ministère des Finances avec la facture normalisée et qui pourra faciliter la collecte des recettes liées à la TVA, mais aussi la suppression progressive des exonérations. Mais ça prouve effectivement que cette politique a des conséquences. Il y a des conséquences, mais ça prouve aussi qu'il y a une défaillance côté coordination BCC, il y a une fragilité en tout cas côté coordination BCC gouvernement, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le Conseil des ministres avait indexé les ministres de l'économie Mokoko Samba, qui avait aussitôt lancé les contrôles économiques dans différents centres de négoce ou encore auprès des centres de production pour vraiment suivre la chaîne de production. Et donc on se rend compte qu'il y a véritablement une fragilité côté coordination et donc les conséquences sont réelles, mais d'autre part il faudrait également se dire que nous avons besoin d'une monnaie forte qui pourra stimuler la consommation et autres, mais il y a des réalités derrière. On parle de la TVA, on parle de la suppression des exonérations, mais lorsqu'on dit suppression des exonérations, on dit aussi pression sur les entreprises économiques, les entreprises. Mais est-ce que ce sont des mesures qui pourront vraiment alléger les chocs, où il y aura... C'est comme l'a dit le professeur Godin Poy, qui est d'ailleurs caricatué aujourd'hui comme un opposant d'André Ouamesso. Est-ce que ce sont juste des demi-mesures qui pourront quand même réajuster des choses, mais après à la longue il y aura des difficultés. Et donc nous il faut en tout cas continuer à faire confiance à la Banque centrale, parce qu'au fond on sent que la volonté est là, et puis les décisions prises aident quand même à ce que les francs congolais aient une certaine valeur, et trouvent une certaine valeur. Mais il faudra aussi se dire d'autre part, oui, est-ce que cette appréciation-là n'est pas artificielle ou n'est pas juste apparente, et ça va fragiliser d'autres secteurs? Parce qu'en réalité, que lorsque la monnaie s'apprécie, ça s'accompagne avec l'augmentation du pouvoir d'achat. Mais si le pouvoir d'achat s'affaiblit, c'est-à-dire quelque part il y a un problème à réajuster, et donc c'est à ce niveau-là que la coordination BCC... Et sur cette question du pouvoir d'achat, le gouverneur de la Banque centrale du Congo soutient que ceux qui ont les dollars et qui subissent aujourd'hui les effets du pouvoir d'achat subissent exactement la même chose que les Congolais qui avaient les francs lorsque le franc congolais se dépréciait. Et donc on a inversé tout simplement les rôles aujourd'hui. Mais en réalité, si les francs congolais s'appréciaient véritablement, que c'est vraiment, il n'y a pas quelque chose d'artificiel derrière, je ne pense pas que ceux qui détiennent les dollars allaient regretter, parce qu'on sait que les Congos importent beaucoup et que ces importations-là sont alignées en dollars, et lorsque ça arrive ici, si les francs congolais s'apprécient, les prix des biens doivent reculer en réalité. Mais surtout qu'on est dans un pays où deux monnaies cohabitent, la réalité très important. Aujourd'hui est que la coordination est fragile, c'est à ce niveau-là que les deux parties doivent s'accorder. D'ailleurs, les VPM de l'économie l'a dit au Sénat lorsqu'il a été convoqué sur la question. On va revenir sur le VPM du Sénat. On va revenir sur le VPM de l'économie Daniel Mokoko Samba. Igor Buaka, la Banque centrale du Congo réfute ce que certains qualifient d'une baisse des recettes à cause de sa politique, mais en même temps, le gouvernement annonce le resserrement de sa politique, notamment en termes de dépenses. Est-ce qu'on peut dire qu'on est là de plein pied dans les conséquences de cette politique de la BCC? Vous savez, Patrick Lumbala, j'aimerais bien d'abord rebondir sur un aspect qui a été évoqué ici. N'oublions pas le fait que l'appréciation que l'on est en train d'observer en République démocratique du Congo, c'est un fait inédit. On est habitué à voir la tendance, la vague de dépréciation. On est habitué à vivre avec cette peur au ventre
de voir si du jour au lendemain, la monnaie nationale allait encore se dégrader davantage. On est en tout cas habitué de voir ça. Et du coup, ouf, il y a un événement qui arrive subitement, c'est lui de l'appréciation de la monnaie nationale. Vous savez, avant l'appréciation de la monnaie nationale, déjà, il y avait un problème de pouvoir d'achat des Congolais qui s'est posé. Là, il ne faudrait pas l'oublier. Oui, ça c'est clair. C'est déjà un fait que nous vivions. C'est déjà un fait que nous avions, c'est lui, au fait, de renforcer, d'augmenter les pouvoirs d'achat. Ça existait même pendant la dépréciation, la vague, la dépréciation de la monnaie nationale. Et c'était pire d'ailleurs, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a appréciation de la monnaie nationale. Oui, c'est vrai, quand il y a appréciation de la monnaie nationale, ceux qui étaient habitués, n'est-ce pas, à libérer leurs transactions en dollars américains, lorsque ils sont dans l'obligation de convertir cela en francs congolais, ils voient qu'ils sont impactés. Ils sont vraiment impactés, ils perdent sensiblement le pouvoir d'achat. Tout à fait. Imaginez quelqu'un pour qui 100 $ représentait 280 000 francs congolais. Aujourd'hui, 100 $ représentent 220 000 francs congolais, donc 60 000 francs congolais de perdus. Donc pour cette personne-là, elle ne peut que s'offusquer, elle ne peut que s'énerver. Alors, ça c'est un aspect de taille que l'on ne peut pas nier. Pour ne pas tout imputer sur la tête d'André Ouamesso, pour dire que voilà, son appréciation a porté malheur, ou encore son appréciation amène la République démocratique du Congo dans la catabase. Je dis ici, la catabase, on la vivait. En ce qui concerne évidemment le pouvoir d'achat. On la vivait déjà en République démocratique du Congo, donc ça ne vaut pas la peine que nous puissions tourner en rond. C'est vrai que l'objectif ici, Patrick, c'est de renforcer les pouvoirs d'achat. Le défi principal et primordial que le gouvernement congolais a, c'est de renforcer d'abord le pouvoir d'achat. Tout à fait. Renforcer le pouvoir d'achat de qui? Renforcer le pouvoir d'achat des agents publics, renforcer le pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État. N'oublions pas ces vrais débats-là. Mais là, c'est logique déjà avec cette appréciation. N'oublions pas ces vrais débats. Parce qu'aujourd'hui, on veut tous se cacher derrière l'appréciation. Du moment où le gouvernement a également des engagements sociaux à respecter. Nous en sommes où? Faudrait-il dire encore c'est l'appréciation de la monnaie nationale qui évite au gouvernement d'honorer ses engagements? Point d'interrogation. Ce n'est pas logique. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, l'effort, c'est vrai, on ne va pas nier le fait qu'ici, il y avait un manque de coordination, il n'y avait pas assez de communication autour de ces phénomènes inédits qui nous arrivent. Et si peut-être au préalable, l'opinion publique était préalablement informée des enjeux et des conséquences qui adviendront, on ne serait pas en train de tâtonner comme on est en train de le faire aujourd'hui. Patrick, vous parlez des recettes. Logiquement, on peut. Puisque si on regarde bien, je prends justement l'exemple des recettes qui sont libellées en dollars américains, je prends les recettes minières, c'est vrai, quand on fait ces petites transactions-là, évidemment, logiquement surtout, il se pourrait qu'il y ait une baisse. C'est un fait logique, on ne peut pas se les récuser. Mais seulement, il faut replacer en fait les choses dans leur contexte. Ici, on part d'une rumeur selon laquelle le gouverneur de la Banque centrale aurait affirmé, noir sur blanc, que les recettes s'amenuiseraient à la suite de la pression de la monnaie nationale. C'est ce que les communiqués, c'est que le compte rendu, la mise au point de la BCC essaie un peu de faire comprendre à l'opinion publique. Voyez-vous? Mais dans le fait, dans la logicité de choses, permettez-moi l'expression, c'est tout à fait normal que l'on constate l'amenuisement des recettes publiques. Ça, c'est un aspect. Mais pour l'heure, Patrick, il faut souligner le fait que c'est vrai que depuis l'application depuis l'affermissement de la politique monétaire, l'affermissement en fait, du franc congolais, septembre, qui est intervenu mi-septembre, on s'est rendu compte que les recettes publiques, pour le mois de septembre, n'ont pas baissé. N'ont pas baissé. Par contre, on a enregistré une plus-value. Tout à fait. Ça, c'est un fait. Pour le mois d'octobre également, on s'est rendu compte que les recettes non plus n'ont pas quasiment bougé. Déjà, il faudrait noter la réalisation salutaire de la Direction générale de douane et axes, qui par ailleurs, d'ailleurs, elle a pu dépasser ses assignations de 102,4% comme ça là. Donc en fait, c'est la régie financière qui était au fer au moulin. Ce qui prouve en suffisance que si conséquence il y aura, c'est vrai, il faudrait voir les choses à long terme aussi. On ne refuse pas que nous puissions voir les choses à long terme. À long terme, il se pourrait que si cette appréciation continue, qu'on n'arrive pas, puisque l'enjeu ici également, c'est de stabiliser la monnaie nationale, c'est de stabiliser le taux de change. Puisque dans une économie où la monnaie n'est pas stable, il y a toujours des conséquences draconiennes. Il y a toujours des conséquences draconiennes et ça va négativement affecter
non seulement le pouvoir d'achat des citoyens lambda, mais ça va même affecter la bonne conjoncture économique du pays. Voyez-vous, c'est vrai, aujourd'hui, également, le vrai débat, c'est de parvenir à la stabilité. Et là, il faut saluer également la prédécesseur de Wameso, qui a réussi évidemment le pari, Madame Malango Kabedi, qui pendant plus d'une année a pu stabiliser la monnaie nationale. Et on a vu de cette stabilité, et même le prix sur les différents centres de négoce n'est bougé quasiment pas. On peut même dire que c'était une sorte de fondation qu'elle a posée. Voilà. Pour permettre aujourd'hui à Wameso évidemment, les bases ont été posées. Les bases ont été posées. Et si vous regardez au niveau des réserves obligataires, avaient sensiblement accru. Les bases ont été posées. C'est à part ces bases posées qu'aujourd'hui, on voit que André Wameso s'érige également à mettre avec beaucoup plus de technicité, arrive un peu à faire un premier pas pour faire apprécier la monnaie nationale. Et aujourd'hui encore, Patrick Lumbala, si vraiment les indicateurs étaient au rouge, c'est vrai que je ne dis pas que les indicateurs sont au vert, non. Je ne dis pas que les indicateurs sont quasiment au vert, non. Mais il faut reconnaître le fait également que la République démocratique du Congo, et on peut parler avec un programme et que le SAL avec le FMI, le Fonds monétaire international. Déjà, il faut rappeler, je crois, il n'y a pas longtemps qu'avant hier, que le FMI a pu, avec le gouvernement congolais, valider un accord de service. Un accord de service pour la deuxième revue de la facilité d'élargir les crédits et la première évaluation de la facilité de la durabilité de la résilience qui pourrait, in toto, rapporter à la République démocratique du Congo une enveloppe de 400 millions de dollars américains. Alors, cette conclusion fait suite à quoi? Cette conclusion fait suite aux enquêtes menées par la délégation du FMI qui était ici en République démocratique du Congo. On a vu cette délégation conduite par Kalixa aussi, sillonner différents ministères, différentes institutions, question de s'imprégner de l'atmosphère économique du pays. Ils sont partis du ministère du Budget, du ministère des Finances, du ministère du Plan, mais il y a également des recommandations qu'ils ont faites au gouvernement congolais pour ne pas dire que tout est rouge, tout est vert. Donc, parmi les recommandations... Mais au final, ils ont approuvé. Oui, ça, en fait, ça n'est qu'une première démarche, puisqu'on attend l'approbation du conseil d'administration qui interviendra en fin de l'année, donc au mois de décembre. Une fois que cela va intervenir, c'est le moment-là qu'on va arriver à boucler, n'est-ce pas, à achever, voilà, cette deuxième revue-là. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, l'FMI fait confiance à la République démocratique du Congo traduit en partie la résilience de l'économie congolaise. Aujourd'hui, d'ailleurs, une économie qui se trouve, n'est-ce pas, au-dessus de la fourchette des 5%, c'est-à-dire quelque chose de bien. C'est vrai. Le plus important maintenant est que l'on ressent, puisqu'on n'a pas besoin de chiffres, puisque c'est le plus important. La population ne va pas manger des chiffres. Tout à fait. La population, c'est dont elle a besoin. Et que ces chiffres-là se traduisent dans le panier de la ménagère. Que ces chiffres-là aient une répercussion directe sur le pouvoir d'achat. Que ces chiffres-là permettent à cette population-là de nouer les deux bouts du mois. Tout à fait. Et donc là, c'est l'effort que le gouvernement a à fournir. Et que cet effort-là, puisqu'on l'a rappelé, puisqu'on parlait de la Banque centrale du Congo, doit également être travaillé en connivence avec la Banque centrale du Congo et vient avec des politiques monétaires. Le gouvernement viendra avec une politique budgétaire. La coordination, la symbiose, la conjugaison de ces efforts-là fera en sorte que l'atmosphère, le paysage économique de la République démocratique du Congo puisse un tout petit peu souffler et qu'il y ait une bouffée d'oxygène qui permettrait également à la population de vivre tant bien que mal. Tout à fait. On aura le temps de revenir sur ces différents accords entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Alors, Tony Antandibendila, on le disait, on parlait déjà du ministre, du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Est-ce que le manque de coordination apparent, en tout cas entre la Banque centrale du Congo et le ministère de l'économie, en l'occurrence, pour particulariser les choses, est-ce que le VPM en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, est en train aujourd'hui d'en subir ou d'en faire les frais, tout simplement? Oui, tout à fait, mais je crois qu'aussi, peut-être qu'il estimait en tout cas qu'il y avait une certaine coordination à son niveau, parce que on se souvient tous, lorsque le Front congolais et la vague, l'appréciation du Front congolais a commencé, il a fait une sortie médiatique, il a loué le fait qu'il y avait cette appréciation, c'était public. Et on se rappelle que dans la foulée, il y a eu le réajustement du prix de carburant. Tout à fait, le réajustement du prix de carburant, et lui-même a dit que cette appréciation était le fruit de l'effort d'une coordination entre la BCC et les gouvernements. Mais après, au regard de cette vague, les Francs congolais ont continué à s'apprécier et la réalité est devenue
presque sombre parce qu'on s'est rendu compte que les prix ne pouvaient plus continuer à suivre, et que même les réajustements du prix du carburant n'a pas été suffisant pour épargner les pertes enregistrées du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, lui-même au Sénat, bien qu'il a salué, il a trouvé positif le fait que la Banque centrale avait corrigé cette défaillance dans la constitution des réserves obligatoires de la BCC, le fait que la BCC a corrigé cette constitution des réserves obligatoires, eh bien, il a estimé que c'était une bonne chose. Il l'a salué, mais il l'a reconnu en fait. Le fait que la coordination, il fallait renforcer la coordination entre les gouvernements, c'est-à-dire le ministère de l'économie, le ministère de finances, le ministère du budget et la Banque centrale. Donc il a reconnu à demi-mot, mais qu'il n'a pas voulu le dire clairement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, durant une période, il s'est rendu compte que la coordination n'était pas assez comme attendu. C'est-à-dire qu'il y avait la coordination était fragile. Tout à fait. Parce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'on se rappelle même que lorsqu'il a fait cette sortie, il a loué notamment la coordination avec la BCC, le taux était à 27 ou 26. À 26, quasiment à 26. Mais lorsqu'il réajuste, les prix du tout à fait, aussi il est revenu à 26, 26 900. Revu à la baisse. Mais après, les francs congolais continuent à s'apprécier. C'est là qu'il y a justement le problème. Des phasages. C'est-à-dire les ministères de l'économie n'a pu continuer à suivre les rythmes. Il n'a pu suivre les rythmes. Et aujourd'hui, il est obligé, c'est-à-dire il s'est obligé d'envoyer les contrôles économiques, je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire que, nous l'avons souligné ici, on évoque les concepts, on évoque les chiffres. La réalité, c'est dans les paniers de la ménagère. La réalité, c'est dans les quotidiens du Congolais. La position du franc congolais, oui, les Congolais l'ont remarqué, ils se sont rendus compte qu'il y avait véritablement appréciation de la monnaie nationale, de la devise nationale. Mais est-ce que cela a eu des conséquences positives sur leur portefeuille? C'est là la question, et j'ai dit quasiment non, parce qu'on sait qu'ici, on épargne souvent en dollars. Les gens se méfient des francs, mais je crois qu'avec la réalité et avec cette appréciation progressivement, les gens pourront changer les rythmes, mais la réalité structurelle reste la même. Les dollars est toujours utilisé pour épargner, les dollars est toujours utilisé pour le loyer, en tout cas on paye les loyers en dollars, les dollars est toujours utilisé pour payer même les frais scolaires dans certaines écoles privées, les dollars est toujours utilisé quasiment pour tout ce que nous faisons au quotidien. C'est-à-dire même quand on vient acheter en francs, on prend les dollars comme référence pour évaluer les coûts des biens. C'est-à-dire que c'est même dans la structuration et nous sommes dans une économie en tout cas dollarisée. C'est difficile de se départir. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, quoi que les gouverneurs conseillent, parce qu'il a conseillé aux Congolais de réfléchir en franc congolais, on sait que même lui, le gouverneur ne réfléchit pas en franc congolais, c'est cela aussi la réalité. On sait que, bien quand même, nous savons, au fond, tout le monde sait qu'il y ait franc congolais comme unique devise, des références, ça va aider également. C'est notre monnaie, c'est tout à fait normal. Mais que la réalité, le fait que l'économie nationale est dollarisée ne permet pas en tout cas aujourd'hui de réfléchir en franc congolais, qu'on se le dise. Et donc, je le disais tantôt ici, les Congolais se sont rendus compte, les Congolais, que l'appréciation du franc congolais avait de l'impact. Mais de l'impact sur leurs épargnes. Ils épargnent, je l'ai dit, en dollars. De l'impact sur leur vie quotidienne, mais pas un impact positif en tout cas. Et donc, je voudrais rapidement revenir sur l'exigence du ministre de l'économie, du VPM de l'économie, Moukoko Samba, devant les sénateurs, les élus des élus. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette coordination. Moi, je crois qu'à un certain niveau, les gouverneurs de la BCC doivent humblement prêter oreille également à d'autres partis. Son rôle, c'est la politique monétaire, mais sa politique monétaire impacte également la politique budgétaire et impacte également les quotidiens de ses compatriotes. Il peut prêter oreille à l'autre parti, il peut prêter oreille au ministère de l'économie nationale, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'attendre. Le président de la République l'a dit lors d'une des dernières réunions du Conseil des ministres, que
les ministres de l'économie devraient vraiment s'adonner à fond pour que les prix des biens et des services soient revus à la baisse. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il faudra commencer d'abord par assurer que les taux soient stables. On a remarqué déjà depuis quelques semaines, les taux est bel et bien stable. Et puis après, il faudra suivre de près les prix des biens. Mais est-ce que, d'autre part, il doit y avoir réajustement du prix du carburant? Ça n'aura pas, c'est aussi une autre question. Parce que pour revoir un peu plus rapidement, il faudra en tout cas se tourner aussi vers les prix et du carburant qui impactent, en tout cas les coûts impactent du litre, impactent sur toute l'économie nationale. Mais est-ce que si aujourd'hui, comme les ministres de l'économie, les VPM de l'économie l'a dit, si aujourd'hui on réajustait et on revoyait à la baisse une fois de plus les prix du carburant, cela ne pourra pas impacter au paiement des manques à gagner que l'État parfois paye aux entreprises pétrolières. Déjà avec la récente baisse du litre, on a vu des grognes, même si ce n'était pas extériorisé, mais on a vu que certains opérateurs pétroliers ont fait de la rétention de leur stock opérationnel. D'où je vais atterrir l'intérêt de prévoir des simulations. Ça, je l'ai suivi, le professeur Oudempo aussi l'a dit. Il faut prévoir les simulations. Lorsqu'on veut poser tel acte, lorsqu'on veut revoir à la baisse les prix du carburant, lorsqu'on veut réajuster la politique monétaire, il faut procéder par des simulations, prévoir les conséquences qui peuvent découler de la politique mise en place pour savoir anticiper. Voilà. Tout à fait. Hugo Buyaka, on va terminer avec vous un peu plus rapidement sur ce point. Mais la question que j'aimerais également vous poser, depuis de ce que vous allez ajouter, c'est on est dans une économie où cohabitent deux monnaies. Le fait que la Banque centrale fasse apprécier le franc congolais aussi vite, est-ce que ce n'était pas un sacrifice imposé à ceux qui étaient déjà habitués à libeller leurs différentes dépenses en dollars américains? Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il y a aujourd'hui la grogne? Parce que ceux qui perçoivent en francs congolais ne se plaignent pas du tout. Mais ce sont ceux qui avaient surtout les dollars qui se prennent. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir sacrifié cette partie de la population qui a aujourd'hui cette grogne, notamment sur la question des pouvoirs d'achat? Vous savez, Patrick, c'est justement ça le problème. Le véritable défi, en fait, c'est d'extirper, en fait, dans le chaîne manteau du citoyen congolais, la dollarisation de son être. Tout à fait, tout à fait. Et donc, si c'est pour cette finalité-là, moi en tout cas, je suis tout à fait d'accord et je l'accepte volontiers, Patrick Lumbala. C'est vrai, vous avez parlé de la cohabitation du franc congolais et de la devise étrangère que nous utilisons régulièrement, le dollar américain. Mais vous savez, dans certains pays, l'usage, le recours aux monnaies étrangères, c'est limité. Mais en République démocratique du Congo, je ne cesserai de le dire, c'est un usage, je dirais, exagéré. Permettez-moi l'expression. Puisque même une maman qui vend le charbon au coin de l'avenue a besoin de dollars américains pour ses transactions. Est-ce que vous comprenez cela? Une fois, j'étais en train de regarder, pour une petite anecdote, un documentaire où il y avait deux Françaises qui sont arrivées en République démocratique du Congo pour leur exploration. Ben, ils étaient tellement ébahis et sidérés en même temps de voir que pour les petites transactions, ils devaient faire recours au dollar américain. Ils ne comprenaient pas cette façon de faire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'impose vraiment, je dirais, il s'impose cette nécessité-là de dédollariser les mentalités des citoyens lambda. Oui. Et cela ne va pas se faire en récitant. Autant que l'on prend des mesures pour X ou Y situation, autant il faudrait également prendre des mesures efficaces et draconiennes pour cet effort de dédollarisation de l'économie nationale. C'est vrai que ça, ce n'est qu'un aspect. Ça ne peut être qu'une goutte dans l'océan pour parvenir, n'est-ce pas, à la dédollarisation de l'économie nationale, mais c'est quand même un pas que l'on va poser. C'est quand même un jalon que l'on va poser et ce ne sera pas de moindre, Patrick. D'où l'importance des simulations, comme l'a dit voilà. Tony Antoine Dibendila, voilà, parce que là, la réalité, le fait était que, beaucoup de Congolais ont les dollars, tout simplement. Justement, épargnent en dollars. Ces Congolais-là qui ont été sacrifiés comme ça. Il suffit seulement de voir le placement bancaire. Tout à fait. Vous allez vous en rendre compte. Il suffit seulement de voir les dépôts dans des banques commerciales et autres. Vous allez voir. Qui aujourd'hui épargne un franc congolais?
Presque personne. Mais il faudra poser la question. Et d'ailleurs, parfois, à la banque, on vous conseille... Il faudra poser la... Pardon, s'il te plaît, juste une parenthèse. Juste une parenthèse. Oui, mais juste une parenthèse. Mais qui a voulu que la situation soit comme telle? Ce n'est pas les Congolais, les citoyens lambda. C'est un mécanisme mis en place, c'est-à-dire par les dirigeants politiques. Ils ont... par des décisions, il fallait peut-être que ce n'est pas ces peuples qu'on a imposé ces mécanismes. Ici, moi, je n'indexe pas la population. Justement, je suis en train de voir... Il fallait peut-être donner un moratoire aux Congolais, dire allez transformer votre argent en francs. Je suis en train de voir les dirigeants, ce sont eux qui sont en train d'indexer. Ils ont cette possibilité-là, d'abord, de dédollariser, n'est-ce pas, la mentalité de la pauvre population, parce que nous ne faisons que subir. Si aujourd'hui on disait, parce qu'à l'époque, je me rappelle, je reviens avec cet exemple-là ici. Un peu plus rapidement. À l'époque, dans des, je dirais, dans des supermarchés, si vous partez, même un petit produit là, on le taxait en dollars américains. Les gens se sont levés, ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Même pour une bouteille d'eau, je dois payer en 0,090 dollars américains. Mais comment je l'aurai où? Et on a imposé à ces opérateurs dans les supermarchés de fixer leurs prix en francs congolais. Et même alors qu'on fixe les prix en francs congolais, Patrick Lumbala, quand on part dans des supermarchés, là, on a toujours un esprit dollarisé. On entre dans le centre-ville, je dirais, en fait, au marché urbain de Kinshasa, tu peux racheter, je ne sais, une chemise ou quoi, on te fixe. Est-ce qu'on te fixe en francs congolais? On te fixe en dollars. Même toi-même également, si on te fixe en francs congolais, c'est-à-dire converti en dollars américains. Mais c'est ce qui fait dans le portefeuille, tu sais, en dollars américains. Donc cet esprit-là, cette dépendance ça doit finir, tout simplement. Ça doit finir. Cette dépendance parasitaire, comme je dirais un arbre qui n'a pas des racines qu'on appellera épiphyte, doit cesser, Patrick Lumbala. Tout à fait. Et donc là, c'est de l'urgence des autorités. En fait. C'est de la responsabilité des autorités de pouvoir mettre fin à ces pratiques-là. Ça, je me répète encore, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'économie soit dédollarisée, puisqu'il y a d'autres mesures en amont qui doivent accompagner cela. Tout à fait, tout à fait. Entre autres, le renforcement, n'est-ce pas, de la productivité locale, faire en sorte qu'on puisse produire régulièrement, faire en sorte que notre monnaie soit beaucoup plus forte, Patrick Lumbala. Donc, autant d'arsenal de mécanismes qui doivent être mis en compte pour en faire en sorte qu'aujourd'hui, cette dollarisation de l'esprit, de la mentalité quinoise, dont on est en train en fait, de se plaindre, puisse évidemment quitter le champ mental. Exactement, c'est arrivé dans les bonnes oreilles. Voilà, donc on referme ce chapitre tout en vous promettant que nous suivrons davantage l'évolution de tout ce qui est politique monétaire en République démocratique du Congo, et on ouvre le dernier chapitre de cette émission. C'est le projet d'extension de la ville de Kinshasa, alors que la capitale congolaise montre déjà sa fragilité face aux précipitations, notamment les précipitations de la semaine dernière. Est-il temps désormais de consacrer davantage d'attention et davantage d'efforts effectivement à ce projet d'extension de la ville de Kinshasa, mais surtout, où en sommes-nous exactement avec ce projet? C'est ce que nous allons voir. On se retrouve après. Alors que la capitale congolaise montre sa fragilité aux précipitations, où les inondations, les érosions causent régulièrement de pertes humaines et matérielles, la question de l'urbanisation anarchique se pose avec une acuité particulière. Pour de nombreux experts, il est temps de consacrer davantage d'efforts et d'attention au gigantesque projet d'extension de la ville de Kinshasa, le Kinshasa Kiamona, pour assurer la résilience et l'avenir de la métropole. Face à une population estimée à plus de 17 millions d'habitants, concentrée dans un espace initialement conçu pour 500 000, et face à l'accélération de défis climatiques, l'extension de la ville de Kinshasa dans la commune de Maluku est considérée comme la seule solution structurelle à long terme. Ces projets pharaoniques, estimés à 50 milliards de dollars américains, visent à créer une nouvelle ville moderne, intelligente, écologique et résiliente, s'étendant sur plus de 43 000 hectares. Il ne s'agit pas seulement de construire des logements, mais de bâtir un pôle économique complet, notamment le désengorgement, réduire la pression démographique et les embouteillages du centre historique, la résilience, planifier une ville avec des normes modernes d'aménagement pour résister aux défis environnementaux, système d'assainissement moderne, gestion des eaux pluviales. Le développement économique, créer des pôles industriels comme la cité industrielle sino-congolaise, des zones logistiques et des emplois par milliers. Les projets structurés comme un partenariat public-privé piloté
par la société anglo-suisse Carousel Finance. Bien que le financement global des 50 milliards de dollars américains soit progressif, les premières annonces en avril 2025 faisaient état de la mobilisation d'environ 5 milliards de dollars américains de fonds pour la première phase. La Chine est citée comme un investisseur majeur dans le développement de la cité industrielle. La feuille de route 2025 prévoyait une pose solennelle de la première pierre en juin 2025. Le visite de terrain des officiels, ministres de l'Urbanisme et Habitat, Premier ministre, se sont multipliés notamment sur le site de la cité industrielle de Maluku. Les chantiers initiaux incluent l'aménagement de premières infrastructures de base, routes, électricité, eau, sur les zones économiques spéciales et la future plateforme hospitalière. L'urgence d'accorder plus d'attention à ces projets est aujourd'hui une évidence. Chaque saison de pluie révèle l'incapacité de l'infrastructure existante à faire face au changement climatique. Et voilà donc pour le projet d'extension de la ville de Kinshasa, Tony Antoine Dibendila. Il est désormais temps, comme diraient les Kinois, de mettre davantage d'efforts pour ce qui concerne le gouvernement à ce projet d'étendre la ville de Kinshasa, parce que là, la population est concentrée dans une partie alors que l'autre reste quasiment inhabitée. Les pratiquement 20 millions de Kinois ne vivent que, je crois, dans une superficie de moins de 30% de la province Kinshasa, la ville de Kinshasa. C'est moins de 30% qui est urbanisé, et l'autre, c'est quasiment la jungle. Vous n'avez qu'à regarder sur vos maps et vous verrez que quasi les restes, en tout cas, c'est la jungle, il n'y a rien, il n'y a pas de construction, c'est la forêt. Et je crois qu'il était temps d'imaginer d'étendre la ville. Je crois qu'il est temps d'urbaniser l'autre partie. Je sais que pour l'instant, on ne pourra pas combler les 70% qui restent, c'est quasiment impossible. Mais il faut en tout cas qu'il y ait des nouvelles villes à côté. Donc il y a déjà un commencement quand même. Oui, qu'il y ait un commencement pour désengorger l'ancienne ville ici. C'est devenu l'ancienne ville de Kinshasa. En tout cas, c'est impossible. 20 millions de personnes, une petite superficie, et au-delà de ça, il y a un sérieux problème de traitement des déchets dans nos rues, nos ruelles, et il y a un sérieux manque d'éducation, je l'ai dit et j'insiste, un sérieux manque d'éducation des Kinois dans leur comportement quotidien au regard des biens publics. Tout le jour, on peut voir nos compatriotes jeter des déchets. On voit même ceux qui passent, ceux qui viennent chez nous pour collecter les déchets, les déverser en pleine rue, les déverser dans des caniveaux. Ce sont des pratiques qu'on voit tous les jours. On ne parle même pas des rivières. Nos rivières sont devenues des poubelles. À une certaine époque, j'ai vécu non loin des rivières, mais je voyais, c'est quasiment tout le foyer ou tous les ménages le long des rivières qui déversent leurs déchets dans des rivières. C'est incompréhensible. Vous ne pouvez pas comprendre cet état d'esprit. C'est-à-dire, on est en termes d'éducation, en termes de civisme, dans un niveau de nullité là impossible à imaginer. Quoi qu'il y a des inondations, quoi qu'on voit que les gens sont en train de mourir lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a ne serait-ce qu'une petite pluie, mais ce sont des inondations. Un peu ce qui est intervenu cette semaine. Ou encore au cours de cette année, au mois d'avril, il y a eu des morts. Et ce n'est pas la première fois. L'année passée, il y a eu des morts. L'autre année, je crois 2023, il y a eu des morts également. Et à l'ordre des dizaines et des centaines. On voit d'autre part les autorités urbaines qui peinent à trouver des solutions adaptées. Et les Congolais lambda, les citoyens se regardent, mais entre-temps, il y a des productions de déchets tous les jours. Il n'y a pas un mécanisme approprié d'évacuation de ces déchets dans la ville. Mais on a quand même vu, une première fois, les gouverneurs bouger quand même pour prendre reprendre les centres d'enfouissement de Kinshasa, les centres d'enfouissement d'Insele, où tous les déchets collectés à Kinshasa peuvent aller être déversés, mais jusque-là, on sent que ça arrive, mais c'est vraiment très lent. Et donc, il y a un sérieux problème. Donc, aujourd'hui, il est temps d'étendre la ville,
vers l'Est, c'est vrai, et d'autre part, il faut veiller sur des pratiques d'assainissement, assainir nos caniveaux, assainir nos riels. C'est devenu catastrophique. Mais comment l'éducation. Tout à fait, l'éducation, le civisme, c'est très important. C'est ce qui m'étonne. Pourquoi jusqu'à ce jour, la ville de Kinshasa ne lance pas de véritables campagnes? On est face à une véritable catastrophe. À une véritable catastrophe en termes d'assainissement. Pourquoi la ville ne lance pas une vaste campagne de sensibilisation? Mais il y a déjà plusieurs campagnes. On a eu Kinshasa, Bopeto, Zobonga, tout ça. Ça, ce sont des slogans. Ne serait-ce que des campagnes, même dans les écoles, c'est-à-dire des campagnes de proximité pour essayer quand même de faire comprendre aux gens les risques que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que on est dans les slogans, Kinshasa Zobonga, Kinshasa Bopeto, on dit Kinshasa Bopeto. Au fond, c'est quoi Kinshasa Bopeto? Au fond, c'est tout le contraire. Des proximité pour quand même que les mentalités bougent, ne serait-ce que, et que la ville aussi fasse sa part, parce que là, c'est compliqué. Donc ici, c'est vraiment un appel. Moi, je suis un Kinois, je suis né et grandi dans cette ville, et donc ça fait très mal lorsqu'on voit Kinshasa que nous avons connu grandissant, et Kinshasa d'aujourd'hui, on dit que c'est regrettable. Tout à fait. Les gouverneurs qui viennent, et c'est lui qui est là, et ses prédécesseurs ont lamentablement échoué, et d'ailleurs, c'est pourquoi l'État, il n'y a pas longtemps, a pris la décision de confier certaines responsabilités de l'assainissement de la ville au ministre délégué, après les ministres de l'urbanisme et Habitat. Tout à fait. Parce que justement, on s'est rendu compte. C'est lui en charge de la politique, de la ville aussi, et tout ça. Voilà, la ville, c'est compliqué. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment un appel. Effectivement. Regrettable. Effectivement. Alors, Igor Buaka, on parle de l'extension de Kinshasa, mais il y a déjà un projet sur l'extension de la ville de Kinshasa. D'abord, où est-ce qu'on en est exactement? Alors, présentement, c'est vrai, on a suivi tous dernièrement la signature, n'est-ce pas, de la convention de collaboration entre le gouvernement congolais et également ces consortiums chinois qui est chargé évidemment de construire, n'est-ce pas, ces parties, n'est-ce pas, de la ville, d'étendre un tout petit peu cette partie de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, en fait, avec ces projets estimés à 12 milliards de dollars américains, un projet que je trouve beaucoup plus intéressant parce que d'abord, la première phase de ce projet concerne évidemment le pôle industriel, c'est-à-dire qu'il y aura une cité Congo-Chine qui sera donc construite avec la possibilité de générer une affaire de 150 000 emplois directs et indirects. Déjà, c'est beaucoup plus bénéfique. Mais moi, je ne vois pas seulement ces projets sous cet angle de vue. Ces projets viennent résoudre un certain nombre de problématiques, un certain nombre de défis auxquels fait face la capitale. Qui passe en tout cas la capitale, je dirais Kinshasa. Vous savez, tous, on a parlé ici de l'explosion démographique. Explosion démographique, pourquoi? Parce qu'une partie de la population est concentrée à un certain endroit. Alors que Kinshasa, géographiquement parlant, a la capacité d'engloutir ces 20 millions d'âmes qui ne représentent absolument rien, Patrick Lumbala. Voyez-vous, mais seulement on est concentré à une partie, à un coin de la ville, à un coin de la capitale, ce qui fait en sorte aujourd'hui que nous nous trouvions en tout cas dans ces contextes où tout se passe de manière chelou, permettez-moi l'expression, tout se passe de manière bizarre, saugrenue, où on trouve que voilà, on est confiné, pourtant non. Encore un autre aspect de choses, c'est le fait que les institutions sont basées ici et tout le monde afflue autour des institutions, pas parce qu'on a un travail en ville, on a un travail, on sait, donc c'est tout ça le problème. Voyez-vous? Alors par les projets d'extension, évidemment, ces projets d'extension viennent résoudre tant soit peu ces problèmes-là. Et au-delà de ces problèmes, il y a les problèmes de la congestion urbaine, je l'ai évoqué, la congestion urbaine. Il y a également, au-delà de ces problèmes, il y a le problème de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Tout à fait. Est-ce que Kinshasa a un plan urbanistique? Ça, c'est une très bonne question. Non, il faut aller dans des centres périphériques, dans des milieux périurbains pour le constater, dans des quartiers périurbains pour le constater. Patrick Lumbala, on construit de n'importe quelle manière. Et cela à l'insu des autorités publiques. Non, ils font mine. Voilà. Et lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des précipitations pluvieuses, c'est pour cette raison aujourd'hui, la précipitation pluvieuse, qui est une bénédiction pour d'autres pays, à Kinshasa, paradoxalement, c'est une malédiction. Parce que les gens succombent à la suite d'une précipitation pluvieuse. Et c'est inconcevable. Tout cela, c'est à cause
de manque de plans urbanistiques. Tout à fait. On a laissé la population se concentrer de n'importe quelle manière. Il y a même des avenues où tu arrives là, on dit ah, avenue Souka et Kangama. Donc tu ne peux pas passer parce que quelqu'un il s'est pris le luxe de construire sur la rue. Tout simplement. Tout simplement. Et on construit dans des ruelles, il n'y a pas de canalisation. On ne sait pas, donc, tout ça. Savez, tout cela fait en sorte qu'aujourd'hui, Kinshasa devienne invivable. Les déplacements des citoyens lambda deviennent un véritable défi quotidien, Patrick Lumbala. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets routiers qui s'exécutent. Mais si tu regardes bien, on est en train de construire des routes, mais à côté des immondices. Donc c'est vrai que, d'une part, les autorités ont beaucoup à faire, et d'autre part également, la population doit avoir une mentalité beaucoup plus assainie. Aujourd'hui, on parle des questions d'embellissement de la ville de Kinshasa, question d'assainissement de la ville de Kinshasa, mais cet aspect de choses doit dépasser le cadre théorique. Une fois de plus, je l'ai dit. Vous savez, on ne peut pas beaucoup, on n'aime pas, il faut faire comme par moment les Américains. Parler moins et agir plus. Nous parlons beaucoup au Congo et nous sommes absents dans l'action. Et c'est ce qui confirme, cette sentence qui dit, trop dire, en tout cas, l'action est moindre. Pourtant, on doit être dans l'action. Et pour être dans l'action, il faut des mécanismes beaucoup plus concrets. Je salue les projets d'extension de la ville de Kinshasa, parce que la première des choses, déjà, ça va concerner la cité industrielle, mais le deuxième volet des choses, ça va concerner les cités résidentielles, les logements sociaux et autres. Et encore faut-il que cela soit exécuté pour désengorger tant soit peu cette partie qui est concentrée. Effectivement, voilà donc... on va devoir s'arrêter là. Il y a beaucoup à dire sur ce projet d'extension de la ville de Kinshasa. Kinshasa qui suffoque aujourd'hui lorsqu'il y a une moindre pluie. Merci beaucoup Igor Biwaka. Merci Tony-Antoine Dibendila. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Ecofin Télévision car le programme se poursuit. Le prochain rendez-vous de votre magazine, c'est très prochainement sur votre chaîne. À très vite.